Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale, avec une très large place consacrée au cinéma, puisqu'on recevra après Valérie Zago, regardez, et les terroirs, ça ce sera Apicurien, une belle rencontre dans notre Alsace. Nous aurons sur ce plateau Mounia Medour et Zara Doumanji, respectivement réalisatrices et comédiennes pour le film Papicha, c'est en avant-première d'ailleurs ce soir au Star Syntex, excellent film, on en parlera. C'est la nouvelle Miss Alsace 2019 avec nous ce soir sur ce plateau, Laura Théodori qui nous rejoindra, on est ravis de l'accueillir. Et en fin d'émission, Nabil Benasser, le nouveau directeur général de la CIBAR, sera parmi nous. Sans oublier, bien évidemment, le billet d'humeur de Mathieu Chanvillard. Avant cela, c'est le JT, Cécile Motz. Bonsoir à tous, les informations de ce jeudi 12 septembre. 7% des naissances sont prématurées en France. À Strasbourg, depuis 10 ans, un programme de soins spécifiques leur est dédié. Rencontre avec une classe pas comme les autres, elle est bilingue. Et ici, les enfants ne parlent pas allemand, mais anglais. Et cela se passe à Mulhouse. Et enfin, week-end festif pour la jeune brasserie Perle. Elle fête ses 10 ans, l'occasion de découvrir une histoire brassicole. On connaissait les classes bilingues français-allemand, mais depuis la rentrée, une école de Mulhouse propose une section français-anglais. Pendant 4 jours et demi, les enfants alternent donc des cours dans les deux langues. L'école est désectorisée, donc ouverte à tous selon la motivation de la famille. Reportage de Marine Zis. Il est 14h, l'heure pour l'ensemble des élèves de l'école de se réunir pour l'assembly dans la salle de jeu. L'assembly, c'est un moment de partage inspiré de la culture anglo-saxonne. Dans l'enseignement bilingue allemand tel que nous le connaissons, c'est en général une journée en français, une journée en allemand ou des demi-journées. Ici, on a fait le pari de passer d'une langue à l'autre parce que qu'est-ce que c'est être bilingue ? C'est être capable finalement de s'exprimer dans les deux langues selon la circonstance dans laquelle on est. Et donc, on a décidé justement de passer de l'anglais au français de manière assez naturelle selon l'activité qui va être proposée aux élèves. Cette école a été imaginée par la ville de Mulhouse, très rapidement soutenue par l'éducation nationale. Alors, c'est un projet qui date de plusieurs années, puisqu'on a eu des demandes de la part d'un certain nombre de familles, notamment des familles qui venaient d'autres régions de France, dont les enfants avaient déjà appris l'anglais à l'école et qui ne retrouvaient pas en Alsace cette possibilité de faire du bilinguisme allemand-anglais. Et puis également d'un certain nombre de familles qui arrivent pour travailler en Suisse et qui cherchaient aussi l'anglais parce que c'est l'anglais qu'elles pratiquent. Donc on souhaitait à Mulhouse avoir cette possibilité d'offrir ce cursus à des élèves et à des familles installées sur le territoire mulhousien dans une école publique. Ce dispositif a obtenu un label d'expérimentation. Alors qui dit expérimentation dit aussi évaluation, année après année. Donc nous allons accompagner cette équipe, nous allons regarder de très très près. Nous savons faire dans l'Académie de Strasbourg, puisque bon nombre d'écoles et d'écoliers suivent déjà la voie bilingue français-allemand. Voilà, donc pédagogiquement, si vous voulez, nous ne sommes pas très très éloignés, nous suivons le même principe. Mais puisque c'est une première, on va regarder cette question d'un peu de près. L'école compte 4 classes de la petite section au CM1 et l'anglais prend évidemment une place non négligeable dans l'enseignement. Mais dans cette école, il y a aussi une volonté d'apprendre différemment, avec notamment la création d'un espace de coworking. Put it back. So talk to your friends. 1, 2, 3, turn around. L'ouverture de cette école a ravi plusieurs parents mulhousiens. Certains ont même été prêts à faire plus de kilomètres pour placer leur enfant ici, plutôt que dans leur école de secteur. L'anglais, c'est international, c'est pour le monde entier. L'allemand, c'est vrai que c'est toujours une langue en plus, mais uniquement pour notre région. L'anglais, il peut voyager dans le monde entier avec l'anglais, quoi. Ça lui permettra d'ouvrir beaucoup de portes. Je parle un peu l'anglais, c'est surtout mon mari qui lui est anglophone. Donc on a vraiment trouvé ça super parce que pour lui, pour notre enfant, en fait, ce sera une manière en fait,
d'enrichir toutes ces identités finalement, hein, qui fassent le pont entre les différentes cultures qu'il a. Donc je trouve que c'est une très bonne chose, une école un peu sur le métissage, quoi. L'école bilingue de Lilleberg accueille 80 élèves cette année, mais d'ici la rentrée prochaine, ce chiffre devrait fortement augmenter puisque l'objectif est de multiplier par 2 le nombre de classes. Ils ne pèsent que quelques centaines de grammes et souvent ils passent les premiers instants de leur vie dans une couveuse. Ce sont les enfants prématurés. Pour de jeunes parents, pas facile de trouver sa place, alors pour les inclure, un programme de soins spécifiques existe depuis 10 ans au CHU de Haute-Pierre. Fanny Kunz nous le présente. Trouver sa place de parent à l'arrivée d'un enfant peut être difficile. Ça l'est encore plus lorsque son bébé naît prématurément. Théanie a vu le jour il y a tout juste un mois. Sa maman l'a mis au monde après seulement 28 semaines de grossesse. Prise en charge dans le service de néonatologie du CHU de Haute-Pierre, elle est accompagnée par un personnel soignant formé aux grands prématurés. C'est dur de trouver sa place dans un service médicalisé comme ça. Mais le personnel, c'est comme s'ils nous couvaient. Ils nous protègent, ils sont tellement attentifs à nos angoisses à nous, déjà au bébé dans un premier temps, mais à nos angoisses à nous. Ils nous ont guidés pour qu'on ait cette place de parents, nous aider à faire les soins, nous rassurer, pour qu'on ose plus manipuler notre enfant. Dans parfois des moments très douloureux, on arrive à garder des bons souvenirs grâce à eux. NIDCAP est un programme de soins et de développement individualisé pour les nouveau-nés prématurés. D'origine américaine et répandu dans les pays scandinaves, il a été mis en place à Strasbourg il y a tout juste 10 ans. Il repose principalement sur un environnement adapté et un personnel médical plus à l'écoute des besoins du bébé, facilitant ainsi l'intégration des parents dans le parcours de soins. On a des patients qui ne parlent pas. On apprend petit à petit à écouter le patient, à le comprendre. Ils sont capables de nous montrer ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Pour les plus petits, avec leur cœur ou leur respiration, quand ils sont très vulnérables. Puis après, ils sont capables de nous montrer par des signes, par exemple, stop, j'en peux plus. Ils ont le hoquet, ça veut dire aussi que c'est un signe d'inconfort. Et petit à petit, on apprend à détecter ces signes, en fait, et à les comprendre et adapter du coup nos soins aux capacités des enfants. Et les parents sont là aussi comme partenaires de soins, puisque du coup, eux, ils sont là, présents tout le temps. Et c'est eux qui vont nous aiguiller aussi par rapport aux soins du bébé. Dirigé dans cet hôpital par le professeur Kuhn, le programme NIDCAP permet de raccourcir la durée d'hospitalisation et d'améliorer le développement neurologique de l'enfant à long terme. Et pour réussir ce défi, c'est tout le quotidien du personnel soignant qui est impacté. Avant, le soignant organisait son programme en fonction de la tâche qu'il avait à réaliser. Par exemple, pour moi, c'était faire les échographies cérébrales dans une matinée, en commençant par le bébé de la chambre 1 jusqu'au bébé de la dernière chambre. Alors que maintenant, on essaye d'attendre que le bébé soit dans le bon stade de veille-sommeil, qu'il soit éveillé, qu'on ne perturbe pas son sommeil, que ce soit un moment où les parents sont là, où ils puissent réconforter le bébé, puisse agripper le doigt du papa ou de la maman, être conforté en étant rassemblés. Et donc, avec cette nouvelle stratégie, on ne fait plus les échographies de tous les bébés en 2 heures, et il faut parfois 24 heures ou 48 heures pour avoir pu les réaliser toutes. En Alsace, 21 000 prématurés naissent chaque année. 190 d'entre eux sont pris en charge au CHU de Haute-Pierre dans le cadre de ce programme. Et elle aussi fête ses 10 ans, c'est la brasserie strasbourgeoise Perle. Dès demain 16h et jusqu'à dimanche, elle accueillera le grand public au 11 rue de l'Ardèche. Pour les amateurs et les néophytes, quiz, animation musicale, visite guidée, mais aussi dégustation de 2 nouvelles bières Perle seront proposées. Aperçu avec Anna Britz. De là-haut, il n'en perd pas une miette. Bien accroché, Pierre Eiffel veille sur la production de la brasserie Perle. Il faut dire qu'il l'a fondée en 1882, mais 3 générations plus tard, le cliquetis des bouteilles s'est étu. Il a fallu attendre 2009 pour que son arrière-arrière-petit-fils, Christian Hartzner, fasse renaître la marque, fort de sa formation et de son expérience dans le monde brassicole. 10 ans qui se célèbrent, mais évidemment sans champagne.
On a rebrassé une bière qu'on fait de temps en temps qui s'appelle la Mondiale, qui est une bière qui est brassée avec des ingrédients du monde entier. Et pour marquer le coup des 10 ans, cette année, on l'a fait avec 10 ingrédients, donc des épices, des houblons qui viennent de toute la planète. Et pour le clin d'œil, le titre 10%. Ainsi, un week-end durant, le 10 sera décliné à toutes les sauces, 10 bières différentes, 10 amis-brasseurs invités, 10 animations ou encore 10 objets collector comme des shops spécialement fabriqués. En 10 ans, la brasserie Perle s'est développée. Installée aujourd'hui dans le quartier de la Méno à Strasbourg, elle emploie 8 personnes et produit près de 4500 hectolitres par an. Une évolution qui s'inscrit aussi dans un contexte d'explosion des microbrasseries de par le monde. Quand je suis rentré dans la bière il y a 25 ans à peu près, j'ai eu la chance de m'immerger dans ce bel univers assez tôt et de pouvoir assister à cette renaissance de la bière artisanale dans d'autres territoires avant que ça se déroule en Alsace. Et c'est vrai qu'on est super content que maintenant ça se passe aussi en Alsace. Et c'est vrai qu'en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On est aujourd'hui presque 1800 brasseurs en France, plus d'une soixantaine en Alsace. Donc on gagne de plus en plus en légitimité. La brasserie sera ouverte au public dès vendredi et tout le week-end. Et avant de vous rendre à cette fête d'anniversaire, si vous êtes amateur de basket, la SIC vous donne rendez-vous dès demain 14h au Delirium Café de Strasbourg pour suivre la demi-finale de la Coupe du Monde. Après l'exploit hier de l'équipe de France face aux États-Unis, les joueurs de Vincent Collet tenteront de se qualifier pour la finale face à l'Argentine. Et l'entraîneur n'est pas le seul Strasbourgeois de la SIG à grossir les rangs de l'équipe de France. Il y a Franck Nilikina, Axel Toupane, Paul Lacombe et Louis Laberry. Et on termine ce JT, ce journal, avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. Alerte sécheresse dans le Bas-Rhin. La préfecture vient de publier un communiqué alarmant. Depuis le mois de mai, les cumuls de pluie sont faibles et déficitaires par rapport à la normale saisonnière. Le niveau de la nappe phréatique d'Alsace est en baisse et certains secteurs ont atteint le seuil de crise. C'est le cas de la Bruche, l'Aisne, l'Andelot, le Guissen et la Lièvrette. D'autres sont en situation d'alerte, notamment dans le nord du département. Les mesures de restriction de l'usage de l'eau sont donc maintenues et même renforcées. Arrosage ou lavage de voitures sont par exemple toujours interdits. Et voilà pour l'information, merci beaucoup Cécile, on accueille le plateau du soir. Mathieu Chanvillard, venez nous rejoindre sur ce plateau. Notre nouvelle Miss Alsace, Laura Théodori. On est ravis de vous accueillir. La réalisatrice Mounia Médour, venez Mounia. On va parler dans un instant de Papicha, qui est une projection ce soir en avant-première. Et la comédienne Zara Doumanji, venez sur ce plateau. Un beau plateau très cinéma ce soir. Bande-annonce du film, c'est dans quelques instants, juste après la météo. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20, je suis ravie de vous retrouver et en ce vendredi 13, eh bien, le soleil sera présent, alors quasiment partout, sauf si vous êtes dans le nord du Bas-Rhin avec quand même beaucoup de nuages. Les valeurs matinales, eh bien, elles seront déjà très agréables, il fera 14 degrés à Wissembourg, Mulhouse ou dans le nord de la Suisse, partout ailleurs, 15 degrés. Votre après-midi, on continue sur la même lancée, cette fois-ci le soleil sera présent absolument partout. Les températures toujours très agréables en ce mois de septembre puisqu'il fera 23 degrés à Saverne, 24 degrés si vous êtes à Wissembourg, chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg ou encore à Colmar, et pour la maximale il fera 25 degrés du côté de Strasbourg, Mulhouse ou encore à Bâle. Votre journée de samedi, eh bien c'est un début de week-end idyllique avec un soleil radieux et des valeurs qui iront entre 24 et 27 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi 13, eh bien nous célébrons les aimés. Bonne fête à tous. Le soleil se lèvera à 7h02 pour nous dire au revoir à 19h46. Je vous souhaite un excellent moment avec nous sur Alsace 20 et à demain. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde.
Et on parle au cinéma à présent avec la réalisatrice Mounia Medour, la comédienne Zara Doumanji, et on va parler de ce film Papicha. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous, Lionel ? Écoutez, moi je vais extrêmement bien. J'ai découvert votre film ce matin. Sachez quand même qu'il a été présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, mais surtout qu'il a été primé au Festival du film francophone d'Angoulême avec 3 prix, dont celui que moi je préfère. Meilleur scénario, très bien. Meilleure actrice, bravo. Prix du public. Oui, c'est fantastique. Voilà. Quand on fait un premier film, c'est votre premier film, Mounia. C'est mon premier long métrage. Et que vous avez les gens qui se lèvent à Angoulême, qui applaudissent et qui a le prix du public, on le vit comment ? Ah bah c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On a eu le plus beau des prix et puis on a eu cet événement aussi à Cannes avec une standing ovation de 10 minutes avec un public qui a vraiment beaucoup aimé le film et on a été gâtés à Angoulême, c'est extraordinaire. On est très 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 heureuses. Dans un instant, on voit la bande-annonce. Zara, une petite question, c'est quoi Papicha ? Papicha, alors c'est un mot qu'on utilise en Algérie, à Alger spécialement pour définir une jeune fille coquette, bien dans sa peau, c'est quoi, c'est une petite minette, une petite meuf, ça serait ça, Papicha ? C'est l'équivalent d'une Lolita, mais un tout petit peu moins péjoratif. D'accord. Voilà. C'est Nejma. Nejma, c'est cette petite Papicha dans l'Algérie des années 90, elle a 18 ans, elle rêve de devenir styliste. Elle fait d'ailleurs le mur quasiment tous les soirs de la cité universitaire pour vendre ses créations, ses robes qu'elle fabrique à ses copines en discothèque. Mais c'est aussi la décennie des attentats meurtriers, de l'intégrisme. Et là où les islamistes aimeraient cacher le corps des femmes dans des hijabs, Nejma répond, elle, qu'elle va organiser un défilé de mode. Bonne annonce. هذا تاكسي كلونديستا ماشي كاباري تعال يا عبد الله الزلات لا سيتي ربي يعاوني لا تجيب لي قهوه كان اسمها بلي لا سيتي هادي بوردي لا سيال اوفير هاك عاد اليوم تما بلي السلعه تاعك يتباع 100 بيدين نقولهم بلي تجي من الطليان واحد ما فاقري العام الجاي نحل حانوت سي كوا سا استيقظت الجزائر صباح اليوم على وقع عمل إجرامي من طرف الجماعات المسلحة. سي كوا سي زافيش بركة ما تلصق فيهم. راني نهضر معاك. انتوما استروا رواحكم شوية برك خلونا من لي بروبليم. نديرو حجاب نقعدو في الدار. سي سا؟ البنات حابة ندير ان ديفيلي. Vous allez défiler pour moi. Tu veux prendre une balle, c'est ça? حفلة خلاص يا البابيجا. امبارح في منامي شفي. Moi je suis bien ici. خرجت في نصاف الليالي. C'est pas facile, faut se battre, c'est tout. مشيت وجريت. بين الطرق رقصت وغنيت. Et voilà un film signé de Mounia Medour. Très très beau film. Voilà, j'ai adoré ce film que j'ai découvert ce matin et j'ai vu que c'est presque autobiographique que vous avez vécu vous aussi en cité universitaire dans cette Algérie des années 90. Exactement, oui. Il y a d'ailleurs un carton au début du film. On le note que c'est un film inspiré de faits réels. Moi, j'ai même vécu dans les années 90 en Algérie. J'avais 18 ans, l'âge de Nejma, de notre héroïne. Avec ce qu'on placarde dans les rues, voilà, avec un contexte attentats. Politico-social aussi difficile avec la décennie noire. Et donc moi, j'étais étudiante dans une cité universitaire similaire à celle qui est décrite dans le film. Et bien évidemment, il y avait ce contexte politique avec cette violence qui était autour de cette cité, qui était un peu le microcosme de la société algérienne, avec toutes ces jeunes filles qui habitent à l'intérieur et qui continuent à avoir des rêves. De liberté et des rêves. C'est ça, des rêves, oui. On le voit dans la bande-annonce, on est complètement dans l'ambiance aussi, Zara. On joue en France-arabe, enfin on mélange on passe constamment d'une langue à l'autre, on va dans la même phrase, il y a le double vocabulaire, ça c'est compliqué à jouer aussi. C'est algérien, on parle un peu la langue est mélangée, donc il y a de l'algérien et puis un peu de français. Oui, ça c'est dans la vie de tous les jours aussi, ça existe.
cette double Voilà, langue. toutes les filles parlaient parfaitement et arabe et français. C'est ce qu'on appelle le france-arabe. Alors ça existe, c'est des mots français qu'on arabise et des mots arabes qu'on francise. Donc ça C'est donne, très drôle et ça marche très bien. Voilà, ça donne une sorte de langue comme ça, assez drôle. Est-ce que c'est un film sur la résistance? Oui, tout à fait. La résistance des femmes à une oppression. Tout à fait. Alors pour moi, c'est vraiment parti de ce point de vue au départ. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter l'histoire d'une résistante, d'une héroïne. Donc c'est Najma qui va réussir ou pas donc à faire son défilé, voilà, son défilé de mode dans une Algérie donc en proie à une guerre civile. Et donc on suit le parcours de cette résistante, de cette femme qui refuse ce qu'on lui impose. Comment s'est fait la rencontre avec les comédiennes, avec Zara par exemple? Zara. Alors oui, le casting a été très long et très difficile, puisque vous savez, il n'y a pas réellement de films qui se tournent en Algérie, et il me fallait un casting multiculturel. Et donc, qui est drôle, qui marche bien, voilà. Chaque fille a une personnalité. Oui, et donc en fait, le casting s'est fait de façon très très différente pour Lina. C'était à Paris que j'ai pu la rencontrer. D'autres, c'était sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur la toile, notamment puisqu'il y a très peu d'agences de casting en Algérie. Et Zahra, c'était suite à quelques films, quelques feuilletons aussi qu'elle avait tournés. Mais il faut savoir que Zahra est une docteure en biologie. Alors justement, Zahra, on y arrive parce qu'on a un petit peu cherché, effectivement. Oui. On va vous proposer juste comme ça, 15 secondes, c'est parti. Oh, qu'il est mignon ce petit bout de chou! De toute manière, tout ce qui est petit est mignon. Du moins... pas toujours. Qu'en est-il des bébés particules? Les nanoparticules. Sont-elles mignonnes? Je veux dire, sont-elles Zahra, toxiques? Voilà, vous êtes fait gauler là, on peut dire comme ça. C'est très drôle, docteur et comédienne. Qu'est-ce qui a pris le pas aujourd'hui dans votre vie? Les deux. Je vis les deux passions. Je vis les deux passions en même temps, donc ce qui est super. C'est parfois difficile, mais assez excitant de les vivre en même temps. C'était la présentation de c'est quoi, une thèse ou une présentation Alors c'est ma thèse en 180 secondes, qui est un principe, c'est un concours qui est fait dans on en a beaucoup parlé ici en Alsace, on avait une vraie pays francophones, et puis c'était sympa de joindre ces deux passions. Et alors de la docteure en biologie à la comédienne, comment vous avez abordé ce rôle dans Papicha? Kaina, alors c'était quand Mounia m'a proposé le rôle de Kaina, c'était je voyais ce personnage comme un personnage très sensuel, un personnage. Alors de partir de l'Algérie, elle n'a qu'une envie, c'est de Canada, c'est de rencontrer Rock Voisine éventuellement, parce qu'on a des posters. Absolument. Donc oui, elle représente celles et ceux à l'époque qui voulaient partir, coûte que coûte, vivre une meilleure vie finalement. Donc elle rêve que de partir, peu importe où, mais partir quand même. Alors Mounia, le film, il est tourné à Alger. Entièrement. Comment ça s'est passé? Quelques mots sur le tournage? Quelques mots sur le tournage. C'est chaud, oui. C'est-à-dire que le sujet est très sensible. Comme je l'ai dit, en fait, il y a eu énormément de travail de préparation, un travail d'écriture qui a duré 5 ans, et puis après, un travail de repérage avec des relais locaux. Donc on a été soutenu quand même par le ministère de la Culture. Le film est soutenu financièrement par l'État algérien. Il a déjà été diffusé dans quelques salles? Non, nous partons là dans 10 jours. Oui, nous partons dans 10 jours. Vous vous attendez à quel accueil? On espère qu'il sera chaleureux et bienveillant surtout. Oui, parce que c'est quelque part une vraie critique du système de cet islam radical qui se met en place, des attentats. Un des personnages est tiré, on lui met une balle dans la tête, dans la famille. Mais c'est véridique. Je sais bien, vraiment, c'est ça. C'est une situation qui a existé dans les années 90 et les journalistes étaient une cible privilégiée à cette époque-là. Et c'est vrai que Linda est un peu le symbole de toutes ces femmes intellectuelles qui ont été tuées à cette époque. J'ai découvert ça résonne de manière particulière dans ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, où il y a cette aspiration démocratique à
à nouveau. Oui. On a à nouveau incité peut-être un peu à bout de souffle, où il y a eu d'aspiration en tout cas de la population à autre chose. Oui. Ce qu'on voit effectivement depuis quelques semaines, je crois que c'est le 29e vendredi des manifestations, il y a cette volonté de changement et cette jeunesse qui est dans la rue, qui est à la reconquête de l'espace public et qui veut un changement radical. Et donc on espère que effectivement ce film arrive à point pour que cette génération puisse comprendre ce qu'a vécu l'Algérie à l'époque pour ne pas retomber dans cette même tragédie. Ça s'appelle Papicha. Superbe affiche avec toutes ces jeunes femmes en cité universitaire. Le film sort réellement le 9 octobre, mais vous aurez de la chance. Dans 3/4 d'heure, vous pourrez découvrir avec nos invités, évidemment, au Star Syntex, ça sera à 20h15. Je vous garde encore 4-5 petites minutes parce que ce garçon en face de vous a ses humeurs le jeudi. C'est pas pour critiquer, c'est pas mon genre, mais je trouve que ça manque un petit peu d'humour quand même en ce moment, de choses un petit peu légères. C'est dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup qui font des efforts justement pour essayer d'alléger un petit peu ça, apporter un petit peu de soleil, un petit peu des bonnes blagues, pour décrisper un petit peu l'atmosphère. Regardez le match de foot de samedi soir, par exemple, au Stade de France, le fameux France-Albanie. Un moment un peu tendu, où juste avant le match, les équipes, le protocole, tout ça, concentration maximum et tout. Le speaker du Stade de France, lui, il décide de faire une bonne blague. On va passer l'hymne d'une autre équipe, d'un autre pays. Non, alors ça a fait un flop, ça n'a pas du tout marché. Les Albanais, ça les a pas fait rire du tout, mais pas du tout. Bon. Après voilà, c'était pas le moment, aucun humour. On a frôlé l'incident diplomatique, le président de la République a dû présenter des excuses officielles, le bide. Il y a des vannes qui tombent à plat parfois. On se dit que c'est peut-être une question de contexte. Moi j'avais trouvé ça excellent, j'avais beaucoup ri. Je me suis dit, je vais tenter la même chose chez moi. Lors d'un moment un petit peu intime avec ma femme, dans le feu de l'action, le feu de l'action de quand on a plus de 40 ans, dans l'action tout court, quoi. Je me dis, je vais l'appeler par un autre prénom, pour déconner. Ça l'a pas fait rire du tout. Pas du tout. Du tout. Encore moins que les Albanais. Non, vraiment, c'était un flop. Au point que la soirée était finie pour de bon. Parce qu'au foot, ils ont quand même pu jouer le match, même un peu en retard. Ils ont quand même pu s'amuser un peu, marquer des buts. Moi, que dalle. J'ai pas marqué de but du tout. Retour au vestiaire direct. Et puis, c'était terminé. Ma femme a des origines albanaises, je pense. Mais elle me l'avait pas dit, mais c'est pas grave. Faut se détendre un peu, faut rigoler. C'est important, rire. Les médecins, les docteurs vous disent, il y a des études très sérieuses qui vous disent qu'il faut rire. Le rire, c'est très bon. Il paraît qu'il y a des études là-dessus. Ça réduit la tension artérielle. Si, ça renforce vos défenses immunitaires, absolument. Ça fait briller vos cheveux aussi, ça termine vos grilles de sudoku et ça résout le conflit israélo-palestinien. Enfin bon, peut-être pas jusqu'au bout, mais le début est vrai. C'est vrai que c'est parfois justement difficile de faire le tri entre ce qui est juste une blague et puis les vraies infos que vous entendez. C'est un vrai problème d'ailleurs, il faut un petit peu faire le tri. Je vous propose justement ensemble avec 3 petits exercices très simples, très rapides. On prend 3 cas d'actualité récentes et vous allez me dire si c'est juste une blague ou si c'est une vraie info. Alors par exemple, le nouvel iPhone, Lionel est très fan, on peut citer la marque, tant pis, voilà. Affiché à 1 659 €, ça sort le 20 septembre. Alors c'est véridique ou c'est une bonne blague de Steve Jobs Pardon, pas de Steve Jobs, mais des suivants, quoi. Non, un téléphone qui vaudrait plus d'1 mois de salaire brut de SMIC en France, ça paraît quand même un peu... non, c'est vrai en fait, pardon, ça ressemblait à une blague, mais effectivement c'est juste. Deuxième exemple, la NASA va fabriquer des pizzas. Alors mais des pizzas fabriquées avec une imprimante 3D dans l'espace. Ça ressemble à une blague du 1er avril. Pas du tout, une start-up a reçu une ligne de crédit de 125 000 $ pour pouvoir concevoir des pizzas dans l'espace, évidemment pour les astronautes, grâce à une imprimante 3D qui fera ça spécialement pour vous. Étonnant. La ville de Paris, enfin, vous l'avez vu peut-être tomber aujourd'hui, la ville de Paris interdit les pesticides sur son territoire. Alors pareil, vrai ou faux ? On voit déjà les agriculteurs qui sont nombreux à Paris avec leurs tracteurs, vous les croisez toujours, vous les imaginez pas contents en train de manifester. Non, évidemment, oui, il n'y a pas d'agriculteurs à Paris, mais les pesticides sont bien interdits. Strasbourg vient d'interdire parallèlement également la chasse à la baleine sur tout le territoire de la ville. Vous le voyez, pas simple de faire le tri entre les vraies blagues et les informations authentiques. Le plus inquiétant, c'est plutôt juste que l'actualité devient de plus en plus une vaste blague. Merci beaucoup Mathieu pour les humeurs du jeudi. On va vous libérer, mesdames. Vous serez au Star Syntex, 20h15. Vous allez rencontrer le public. Oui. Il y a déjà eu pas mal d'avant-premières un peu partout en France. Oui, une petite quinzaine, je dirais. Et ça prend bien. Les gens, sont là, présents aux échanges, aux débats. Donc oui, ça se passe plutôt bien. Voilà, excellent premier film, Mounia Medour. Bravo. Merci beaucoup. Merci Zara Doumanji. Voilà, on vous a un peu taquiné avec votre passé de biologiste. N'en est évidemment pas honte, c'est formidable. À suivre. Merci pour la surprise en tout cas. Ouais, c'était une surprise. Laura Théodori, qui est une nouvelle Miss Alsace. On va découvrir dans quelques instants comment vous en êtes arrivé là. Nabil Benasser va nous rejoindre, nouveau directeur général de la CIBAR. On ira également dans les terroirs avec Valérie Zago juste après ça.
Et c'est en direct qu'on vous accueille sur le plateau de 24 ans en Alsace avec la Miss Alsace 2019. Laura Théodory, comment allez-vous? Enchantée, ça va? Je vous vois toute souriante. C'est des belles journées qui se passent là en ce moment? Oui, super. Oui, entre interview, shooting photo, c'est que du plaisir. Alors en fait, il faut le savoir, hein, nul n'est prophète en son pays, évidemment, puisque vous venez de Franche-Comté et vous êtes élue Miss Alsace. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est chercher l'erreur. Comment ça s'est passé? Alors, l'élection, ça s'est très bien passé. On avait 3 tableaux. On avait chorégraphie en robe de soirée, maillot de bain et robe de mariée. C'était une superbe aventure faite de rencontres, donc que du positif. Alors voilà ce que vous avez envoyé à Alsace 20 et Vera, notre blogueuse mode. Regardez. Coucou Vera, coucou Alsace 20, je suis Laura Théodory, la nouvelle Miss Alsace 2019. Un petit coucou pour vous dire que je suis très fière de pouvoir représenter l'Alsace à l'incroyable aventure Miss France qui aura lieu le 14 décembre sur TF1. Donc n'hésitez pas à regarder la télé ou même à venir pour me soutenir. Un gros bisou, à très vite. Voilà, c'est les petites vidéos d'Instagrammeuses, c'est ça C'est ça, oui. C'est ce que Vera m'a demandé. Un petit mot sur votre parcours. IUT de gestion des entreprises, ça c'était à Besançon et vous arrivez en Alsace pour vos études il y a 3 ans. Pourquoi vous choisissez l'Alsace en fait? J'avais l'habitude de faire des séjours en Alsace. J'ai des amis qui vivent ici et c'est vrai que je suis tout simplement tombée amoureuse de cette ville. J'aime son côté très traditionnel et du coup j'aurais très bien pu partir après ma licence mais j'ai décidé de m'y installer. Quand est-ce qu'on se lance dans l'aventure Miss Alsace? Vous êtes une habituée des podiums ou ça s'est fait sur un coup de tête? Non, pas forcément. J'ai fait un petit peu de mannequinat avant et du coup j'ai eu la chance de rencontrer Claire Godard, Miss Alsace 2016. Et du coup, en discutant avec elle, elle m'a dit que c'était une aventure à tenter, que ça apportait que du plus, que c'était très enrichissant. Et c'est vrai que j'ai 23 ans, on peut s'inscrire jusqu'à 24 ans. Et je me suis dit... C'était l'année ou jamais, quoi. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, Laura, n'aie pas de regrets, donc fonce. Voilà, on a des belles images, vous allez découvrir maintenant, qui sont signées de Laura Cail, photographiée, et de Benjamin Laroche, qui est réalisateur. Ce sont des images d'un shooting. Comment on se sent face à la caméra? Comment on se sent face à son public? C'est pas toujours évident, hein. Moi, je sais que j'étais très tendue le soir de l'élection. C'est un exercice pas facile, surtout quand on a un discours, devoir parler devant près de 900 personnes, c'est jamais évident, mais c'est un bon entraînement et je pense qu'à mon prochain entretien d'embauche, ça va rouler comme sur des roulettes. Voilà, Nabil Benasser, vous qui êtes un chef d'entreprise, quand vous l'entendez parler, c'est bon, il y a une aisance. Tout à fait impressionné par le niveau de maturité, effectivement. Voilà, alors la suite, expliquez-nous ce que va être la suite maintenant. Alors la suite, c'est la préparation donc, pour l'élection Miss France, donc, qui aura lieu le 14 décembre à Marseille. On va partir en voyage de préparation à Tahiti. Donc super, ouais, la Polynésie française c'est mon rêve, donc c'est génial. Et donc on va se mettre un petit peu au sport. Bon, je suis quand même déjà une grande sportive. Ouais, j'ai vu que vous faites du surf, du yoga, de la course à pied. Oui. Ouais, et du coup faire du sport et puis faire attention à l'alimentation, prendre peut-être encore des cours d'élocution, de démarche pour être au top. Ah, vous voulez le titre? Bah, il faut nous, se donner on aimerait, les moyens. hein. Voilà. Non, mais il faut se donner les moyens. Ça bouleverse un peu le planning aussi, parce que, comme dit, vous destinez à être CPE, conseillère principale d'éducation, mais là, quand on part en préparation, quand on part à Tahiti, quand il y a l'élection à Marseille, forcément, ça bouleverse un peu le quotidien, le planning des prochaines semaines, des prochains mois. Tout à fait, j'ai dû mettre de côté le côté professionnel. Je travaillais en tant qu'assistante d'éducation dans un collège, et j'ai dû les appeler le lendemain de l'élection en leur disant, écoutez, voilà, j'ai été élue Miss Alsace. Juste après la rentrée, c'est parfait, hein. Ils ont dû adorer. Non, ils étaient très contents et ils m'ont dit que je pourrais revenir après. C'est le collège Kléber. C'est ça. À Strasbourg. Donc là, on a bien compris, vous allez vous entraîner, vous allez tout mettre de votre côté. C'est un rêve d'enfant, en fait, de se présenter. Vous avez une tête bien faite. Alors, on se dit souvent, quelqu'un qui est joli et qui a une tête bien faite, elle a tout, évidemment, pour devenir une grande Miss. Mais ça procède de quoi, en fait? C'était pas forcément un rêve d'enfant. C'est vrai que étant plus jeune, j'ai toujours regardé les Miss avec ma famille et tout le monde me disait « Laura, un jour, ça sera toi ». Et j'y croyais pas forcément. Pour moi, ça restait du rêve. Et c'est plutôt un rêve de jeune femme. Je me dis que c'est une aventure très enrichissante qui peut m'apporter de belles rencontres. Et c'est ce qui me donne envie de participer à tout ça. Des voyages, de la notoriété aussi. Oui, tout à fait, oui. Et, après, pouvoir représenter aussi l'Alsace à un niveau national, c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Et après la France peut-être. Et peut-être la France. Voilà, élection, vous avez dit c'est à Marseille, la date ce sera? Oui, c'est ça, le 14 décembre. Le 14 décembre, on note ça dans nos agendas. Et évidemment, on suivra ça de très près. Vous restez avec nous? Oui. Voilà, tous les jeudis, place au rendez-vous du logement et de l'habitat. C'est parti.
Et c'est Nabil Benasser, notre invité, directeur général de la CIBAR. Comment allez-vous? Bonsoir Lionel. Voilà, vous êtes sur un bon plateau, vous avez repris les rênes de la CIBAR, c'est très récent, hein, c'était tout début septembre, dans votre premier mois. Dans quel but vous avez choisi de reprendre les rênes de la CIBAR, hein? Quelle mission? Eh bien écoutez, l'ambition en réalité, c'est évidemment de porter et d'incarner la politique de l'habitat du conseil départemental du Bas-Rhin pour répondre notamment aux enjeux en matière de logement auprès de l'ensemble des Barinois. Voilà, la CIBAR, société immobilière du Bas-Rhin, qui avait fusionné avec la strasbourgeoise Habitat. C'était il y a à peu près un an. Aujourd'hui, il y a un nouveau rapprochement qui est en cours avec Opus 67. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi il y aura ce rapprochement. Ben écoutez, le législateur a décidé fin 2018 de promulguer une loi qui s'appelle la loi Elan, qui contraint un certain nombre de bailleurs sociaux à se regrouper, notamment pour atteindre le seuil de minimum de 12 000 logements gérés. Et tout naturellement, la CIBAR et Opus 67 étant deux opérateurs du conseil départemental du Bas-Rhin, tout naturellement, nous avons décidé ensemble, conjointement, de procéder à engager une démarche de rapprochement pour atteindre ce seuil. Là, c'est important de peser, en fait, d'être plus lourd, d'avoir plus de logements. C'est ça, à terme, ce qui va se passer? L'ambition, c'est surtout d'être plus efficace, en réalité, pour servir les ambitions du territoire et, effectivement, d'apporter des solutions en matière d'habitat et d'aménagement urbain. Donc, CIBAR et Opus vont changer de dénomination à terme et de fonctionnement. C'est quoi les enjeux pour vous? Écoutez, les enjeux, je dirais, qui sont multiples, encore une fois. De cette contrainte va naître une opportunité, puisque à terme, on parle d'un opérateur qui aura plus de 17 000 logements, 250 collaborateurs, qui sera implanté sur plus de 170 communes barinoises. Ouais. Et l'objectif, les enjeux, c'est évidemment d'être en capacité de proposer des solutions complètes en matière d'habitat et d'aménagement urbain pour l'ensemble des communes barinoises. Alors, peut-être en quelques mots, quelques enjeux du territoire. C'est évidemment d'abord le logement des seniors, le logement des juniors, l'enjeu de la transition énergétique, naturellement. L'enjeu également de produire du logement social à très faible niveau de quittance. Les événements récents nous le démontrent. L'enjeu de la paupérisation de la population est tout à fait accru. Donc voici quelques enjeux. À faible niveau de quittance, c'est-à-dire pas trop cher, c'est ça? Pas trop cher, tout à fait. Accessible, avec des loyers vraiment très, très accessibles. Voilà quelques enjeux sur le territoire barinois. Est-ce que ces fusions, elles changent quelque chose pour les locataires actuels ou futurs? C'est quoi? C'est juste l'étiquette, entre guillemets, qui change, ou il y a des vrais enjeux derrière de choses qui pourraient changer? L'ambition qu'on a, c'est un ancrage dans les territoires en réalité, et c'est de renforcer précisément cette proximité dans un objectif d'améliorer encore la qualité de service des Barinois. Quelles sont les clés, en fait, que vous avez à votre disposition, que vous imaginez pour réussir ce rapprochement? Je dirais que les clés du succès, j'en vois trois. La première, c'est évidemment d'avoir un projet d'entreprise clair, avec des axes d'amélioration partagés avec les collaborateurs. La deuxième clé, c'est évidemment de fédérer les hommes et les femmes autour de ce projet d'entreprise et surtout de valeurs qui sont propres au logement social, notamment des valeurs de solidarité et d'humanisme. Et puis la troisième clé, c'est évidemment de communiquer efficacement autour de ce projet auprès des partenaires. Vous allez avoir un patrimoine évidemment plus vaste, une gestion différente. Les priorités à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est développer le patrimoine, c'est rénover l'existant. C'est quoi votre vision, Nabil Benasser? Encore une fois, je crois qu'il s'agit de trouver un équilibre entre l'entretien du patrimoine, qui est une nécessité pour répondre naturellement aux obligations légales, de sécurité notamment, et évidemment promouvoir le développement d'une offre équilibrée sur le territoire barinois à faible niveau de quittance, qui est une nécessité aujourd'hui, puisque je rappelle que nous avons actuellement plusieurs milliers de demandes de logement social en attente sur le Bas-Rhin. Donc il faudra peut-être construire à terme. Tout à fait. Et en avoir. Vous êtes tout jeune, hein, 41 ans. Vous allez demain être à la tête d'une société qui va passer de 90 personnes à 260 personnes. Est-ce que c'est finalement une grande pression, une grosse pression pour vous? Je crois qu'en réalité, c'est d'abord un projet collectif d'hommes et de femmes, une communauté d'hommes et de femmes, évidemment, qui vont porter et incarner ce projet. Je ne suis pas seul, je suis entouré d'équipes compétentes, pluridisciplinaires,
Et pour ce qui me concerne, malgré mon jeune âge, je suis déjà très chevronné dans le logement social, puisque j'ai... En fait, toute votre carrière est dans le logement social. Exactement, quasiment. ça fait une quinzaine d'années que je suis dans le logement social et j'ai déjà dirigé plusieurs bailleurs sociaux. Donc c'est un secteur que je connais parfaitement. C'est-à-dire, vous ne voulez pas parler de pression, vous vous dites, c'est bon, je suis pro, ça va le faire hein. C'est surtout que c'est d'abord un projet collectif et que chacun a porté en réalité cette ambition-là. Deadline, c'est quoi? On a parlé de ce rapprochement avec Mathieu Chanvillard. Alors l'ambition aujourd'hui qui nous est fixée par le conseil départemental et par son président, c'est effectivement de finaliser cette fusion à l'été 2020. 2020, donc vous avez quasiment une saison entière pour le faire. Tout à fait. Et je profite de l'occasion que vous m'offrez de faire un appel évidemment à l'ensemble des collectivités barinoises, l'ensemble des maires et des villes et villages barinoises, pour évidemment prendre attache avec nous si d'aventure ils avaient des besoins en matière de logement social. Voilà, ça se passe à la Cibar. À la Cibar. Voilà, merci beaucoup Nabil Benasser. On se quitte dans 20 petites secondes, le temps de retrouver Valérie Zago. Valérie Zago, c'est la chronique des Apicuriens, des terroirs. Elle parle divinement bien de nos terroirs et de nos vins, évidemment à consommer avec modération. Cette émission, elle est rediffusée toutes les heures, disponible à partir de demain en replay. On va vous suivre, Laura, on croise les doigts pour votre élection. Merci Nabil Benasser, merci Mathieu Chanvillard, place à Apicurien. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Bergheim à la rencontre du domaine Gustave Lorens, domaine familial de 33 hectares en agriculture biologique. On y va. Bonjour Georges. Bonjour Valérie, bienvenue à la Maison Lorens. Merci de nous accueillir chez vous. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle du pinot noir déception de la maison. La limite, le mieux c'est peut-être d'en parler dans les vignes. Avec plaisir, allons-y. Georges, donc ici nous sommes sur le lieu d'Ifreun, là où est produit le fameux vin qui s'appelle la limite. Mais pourquoi ce nom, la limite? Donc là, nous nous trouvons sur la limite entre le Grand Cru Altenberg de Bergheim et le lieu d'Ifreun. Cette parcelle se trouve donc à l'extérieur, sur le lieu d'Ifreun, mais en bordure, et c'est pour ça que nous l'avons appelé la limite. C'est également des jeunes vignes. Hein. Ce sont une vigne d'une vingtaine d'années, effectivement, mais on arrive à compenser cette vigueur par un rendement plus faible, entre 30 et 35 hecto-hectares, et nous ne vinifions cette cuvée élitiste que dans les meilleurs millésimes. Dans mes souvenirs, 2009, 2011 et 2015, et hein, 2015, c'est ça? peut-être 2018. Là, on croise les doigts. Hein. Et pourquoi ce terroir en particulier pour ce vin, la limite? Nous sommes quand même sur une composition géologique identique au Grand Cru. Oui. Argilo-calcaire. Argilo-calcaire. Nous avons la même exposition, plein sud. Nous sommes juste en limite, mais sinon le terroir est le même. Donc on a pensé qu'il était idéal pour le pinot noir. On a bien parlé des vignes, du terroir. Maintenant, je voudrais quand même qu'on parle plus du vin. Le mieux, c'est peut-être d'en parler en cave. Ben oui, bien sûr. Allons-y. Alors Georges, ici, nous sommes dans le chai à barrique de la limite. Absolument. Et c'est des pièces bourguignonnes, donc 228 litres, hein, c'est la particularité de la pièce bourguignonne. Mais pourquoi avoir choisi ce contenant? La Bourgogne, c'est une région de pinot noir, donc ça allait de soi. Ça, c'était naturel, absolument. L'objectif quand même dans cet élevage en pièces bourguignonnes, c'est de structurer le vin, d'assouplir les tanins du raisin. Et pas d'en rajouter d'autres. Mais pas à tout prix de rajouter des arômes de bois. Nous, ce qu'on recherche, c'est quand même de préserver le côté floral et le fruité du pinot noir. Moi, je vous propose d'aller pique-niquer et de déguster ce vin. Parfaitement. Allons sur la terrasse. On y va. Et bien là, c'est le meilleur moment. On va déguster la limite avec de la charcuterie. J'ai préparé 2 petites assiettes de pâte à negra. Je vais ouvrir la bouteille de 2009. L'idée, c'est peut-être de vous montrer le potentiel de vieillissement de cette grande cuvée. J'ai beaucoup de chance, hein, parce que vous l'avez pu en cave, en fait. Hein. Ça vient de votre onothèque personnelle. Ça vient de notre collection, de notre onothèque. Hein. Donc nos plus vieilles cuvées datent de 1934. Merveilleux. Alors, idéalement, il aurait été bien qu'on le carafe. Qu'on le carafe, hein, c'est oui. quand même une bouteille un vin qui est enfermé depuis 10 ans, qui n'a plus vu d'oxygène ou très peu, et qui pourrait encore s'améliorer considérablement avec une petite demi-heure, voire 1 heure de carafe.
Il a une superbe robe rubis à reflet grenat, sublime, hein. Oui. Belle brillance. On va trinquer, hein. Quand même. Et le passer en bouche. À votre santé, Georges. Après quelques minutes d'aération, je trouve que ce vin-là, comme on dit, il pinote. On est vraiment sur ces arômes de fruits rouges, de cerises. De cassis, un petit peu de fleurs aussi, cassis, un peu de violette qui ressort. Il y a des épices aussi, le nez est remarquable. Alors, en bouche, on a beaucoup d'épices. Moi, je trouve que je sens de la cannelle au départ. Oui, il y a un côté cannelle aussi. Et il est soyeux, il est plein. Et beaucoup d'élégance. Beaucoup d'élégance. On a vraiment la fraîcheur aussi du pinot noir. Il est de pas l'élégance, lourd. de la fraîcheur. Voilà. On a cette fraîcheur typique de ce cépage. Donc c'est vraiment un vin très élégant à mon sens. Et on garde, c'est un vin qui reste en bouche. Oui, une très bonne longueur en bouche. Et également de l'amplitude. Moi, je vous propose de goûter une petite tranche de pata negra. Je pense que ça s'accordera à merveille avec ce vin. Certainement, oui. Et nous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.